Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue donc dans cette plénière data du congrès de la FNCCR. Et donc, on se retrouve dans la grande salle, le grand auditorium du couvent des Jacobins, donc la cité des congrès de Rennes, pour cette plénière data qui est donc consacrée cet après-midi à construire un cadre de confiance pour le partage et l'utilisation des données. Et donc on est ensemble pour 1 h 15 pour discuter de cette question du cadre de confiance sur le partage et l'utilisation des données. Alors mon nom est Simon Chignard, je serai l'animateur de ces échanges avec nos distingués invités que je vais vous présenter très rapidement. Alors, de quoi va-t-il être question lors de cet échange? C'est la question du cadre de confiance sur le partage et sur l'utilisation des données. Donc bien sûr, j'imagine que nous allons parler de données à caractère personnel, mais pas uniquement, puisque l'ensemble des données qui peuvent être mobilisées sont beaucoup plus larges. Alors on est sur un congrès ici où on parle aussi d'énergie, donc données d'énergie, on imagine beaucoup de choses que des données à caractère personnel. Il sera bien sûr question de l'utilisation de ces données par les territoires eux-mêmes. Il sera question du partage de données, peut-être entre habitants et collectivités, entre collectivités elles-mêmes, entre collectivités et l'État, entre l'État et les collectivités, pourquoi pas. Et tout ça dans un cadre qui nous est fourni en partie d'un point de vue légal et réglementaire au niveau national et au niveau européen. Bref, beaucoup de questions à aborder et je suis ravi de pouvoir accueillir nos différents intervenants pour le faire. Alors, il y a 4 intervenants sur cette scène ici à Rennes et une intervenante à distance. Donc, si vous savez compter, ça veut dire qu'il manque quelqu'un, donc je vais vous expliquer ça tout de suite. Et donc juste à côté de moi pour vous présenter les différents intervenants, donc Monsieur Jérôme Tréhardy, conseiller régional à la région Bretagne, et vous êtes conseiller régional délégué à la cybersécurité, aux services numériques, aux données, c'est ce qui va faire l'objet de notre intervention, et à la carte Corrigo Service. Bienvenue, Monsieur Tréhardy, dans nos échanges. À côté de vous, Patrick Chaise. Patrick Chaise, vous êtes sénateur de l'Ain. Bienvenue, Monsieur le sénateur. Vice-président en charge du numérique à la FNCCR. Donc vous êtes tous les deux quelque part les puissances invitantes sur la partie locale, régionale et sur la partie FNCCR. Et vous êtes par ailleurs président de l'AVICA. Et je pense que ça fait partie aussi d'une des casquettes sur lesquelles vous aurez des choses à nous raconter en matière de données. À côté de vous, Delphine Jamet, bonjour madame, présidente de la commission France Données Publiques de la FNCCR, et vous êtes conseillère déléguée au numérique de Bordeaux Métropole. Et enfin, tout en face de moi, Bertrand Montubert, bonjour monsieur Montubert, vous êtes président du CNIG. Alors j'ai vu que le CNIG a changé récemment. Ce n'est plus le Conseil national de l'information géographique, mais de l'information géolocalisée. J'ai tout bon ? Et par ailleurs, vous êtes président d'OpenIG, qui je crois est l'infrastructure de données géographiques de la région Occitanie, et de Equitia, qu'on a autrefois connu sous le nom d'Occitanie Data, mais vous allez nous raconter tout ça. Et donc à distance, on a aussi le plaisir d'accueillir Laure Lucchesi. Je ne sais pas si, voilà. Bonjour, oui. Bonjour Madame Lucchesi, bonjour Laure. Directrice d'Etalab, Etalab étant l'un des services de la direction interministérielle du numérique. Et donc je crois alors que vous vous connectez depuis Lens, où Oui. vous assistez à Numérique en commun, voilà, parce qu'il y a d'autres événements qui se passent sur nos thématiques au même moment. Voilà. Alors, on a fait le tour, et donc par déduction, vous avez vu le nom de l'absent. Donc on a malheureusement, et donc il prie de vous excuser de son absence, Malte Beyer-Katzenberger, qui était le représentant de la Commission européenne, qui est tout souffrant, donc il ne pourra pas être avec nous aujourd'hui. Mais en tout cas, on fera en sorte que la question et le cadre européen ne soient pas absents de nos discussions. Pas besoin d'un représentant de la Commission européenne. On a le droit de parler d'Europe même en son absence. Alors, tout d'abord, je voudrais qu'on puisse commencer par poser un peu le cadre ou le problème. Le titre de cette plénière, c'est « Créer un cadre de confiance », construire un cadre de confiance. Alors, moi, quand j'ai découvert ce thème-là, je me suis dit, c'est intéressant parce que si on dit qu'il faut construire un cadre de confiance, ça postule a priori qu'il y a un problème de confiance. Et donc, je voudrais d'abord me retourner vers vous, Patrick Chaise, et puis vous poser cette question. Est-ce que vous partagez ce diagnostic d'un manque de confiance quand il est question de données ?
Alors déjà, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité à cette plénière sur un sujet important. Et pour répondre tout de suite à votre question, j'allais dire oui. Je vais quand même peut-être détailler le pourquoi du oui. C'est tout simplement parce que dans notre environnement, et c'est assez quotidien, on a de multiples exemples qui nous démontrent que sur ce secteur, il y a des attaques, il y a donc des demandes de rançon. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une demande de rançon toutes les 11 secondes dans le monde. Qui font que certains de nos concitoyens, mais aussi de nos collectivités ou même des entreprises, ont une certaine prudence et voire même beaucoup d'hésitation. C'est-à-dire qu'on a vu encore dans la presse ces derniers jours des fichiers donc, qui avaient été captés par des cyberattaques, qui ont été donc, remis en liberté dans le public et qui posent vraiment un certain nombre de questions et de difficultés. Donc oui, il y a un vrai problème de confiance et ce problème de confiance est effectivement primordial, c'est essentiel. Si on veut faire en sorte que le numérique soit un support donc pérenne, mais aussi partagé, il faut qu'on donne cette confiance à l'ensemble des utilisateurs, qu'ils soient donc encore une fois entreprises, collectivités ou même particuliers, très rapidement. Alors, vous avez évoqué donc, le sujet de l'open data et je me permets juste de faire un complément dans les relations que vous avez évoquées. C'est aussi un sujet important et qui intéresse bien sûr les adhérents de la FNCCR, c'est les relations entre les collectivités et les gestionnaires de services publics de ces collectivités. Il y a un vrai sujet autour de ce point-là. Tout à fait, vous avez raison. D'ailleurs, les gestionnaires et même plus globalement entre secteur public et acteurs du secteur privé sur le partage et l'échange de données. Je crois d'ailleurs qu'on va y revenir lors de l'échange. Madame Jamet, peut-être même question, est-ce que vous partagez ce diagnostic et puis si oui, vous pouvez me répondre non, hein, mais si oui, comment ça se matérialise? Voilà, ça concerne qui? C'est où il est le problème en fait? Je suis tout à fait d'accord avec Monsieur le Sénateur. Bonjour à toutes et à tous. Je suis d'accord avec son analyse sur ce plan-là lié aux cyberattaques notamment. Moi, j'irais sur un autre volet, c'est la confiance du citoyen dans les données qu'on met à disposition potentiellement et la confiance que nous pouvons avoir ou que les agents des collectivités peuvent avoir sur la donnée qu'ils produisent ou qu'ils ne veulent pas partager, par exemple. Et aussi le fait de se mettre en retrait et prendre toujours beaucoup de prudence en disant « Ah non, non, ça, je me le garde pour moi ». Et donc, c'est en ça où, pour moi, il est nécessaire, autour de la donnée, d'avoir une vraie transparence, de bien décrire les données, de dire ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, d'expliciter pourquoi on ne l'a pas, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes aussi autour de la donnée. Il est tout à fait possible qu'on n'ait pas la donnée, qu'elle n'ait pas été caractérisée, que le système d'information fait que ce n'est pas adéquat, on n'a pas des formats, des schémas qui vont bien, donc il se peut qu'on n'ait pas la donnée. Donc moi, je vais vous prendre un exemple, par exemple, ce qui est assez intéressant, c'est madada.fr, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une plateforme qui permet d'interpeller les collectivités pour libérer des jeux de données. Et cette plateforme, elle est très importante à regarder et vraiment pour redonner justement de la confiance aux citoyens. Et donc, par exemple, à Bordeaux Métropole, on a eu un sujet en début de mandature sur la cartographie solaire, en fait, pour voir la thermographie et pour voir finalement si notre toiture peut prendre des panneaux solaires et aussi voir si il y a des perditions d'énergie. Et on a des citoyens qui ont demandé à ce que ça soit libéré dans l'open data. Et on a les services juridiques qui disaient « Ah non, 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 parce que là, il y a potentiellement des données personnelles si on fait des recoupements ». Et donc, c'est à nous aussi, là, je pense, en tant qu'élus, de regarder le volet intérêt général ou pas de la donnée et en même temps de juger le risque sur la libération des données personnelles potentielles. Et donc, c'est en ça où il faut redonner confiance, c'est-à-dire qu'il faut dire « Oui, ok, on libère parce que ça, et on accepte le risque » ou non, et on explicite aussi le non. Et c'est aujourd'hui, c'est le non-dit qui fait qu'on n'a pas confiance, me semble-t-il, au niveau des citoyens. Là, vous évoquez déjà l'une des réponses au problème qui pourrait être un peu effectivement de transparence ou de redevabilité. Je voudrais peut-être revenir sur vos deux interventions et faire réagir nos autres intervenants.
On a discuté de l'angle de la protection. Alors protection au sens sécurisation de systèmes d'information, protection contre des attaques de cybersécurité, enfin problèmes de cybersécurité et autres. Protection sous l'angle données à caractère personnel. Mais globalement, est-ce que ça veut dire qu'en gros le sujet de la confiance, il se circonscrit à la question des relations entre les habitants et les collectivités? Est-ce qu'il y a des questions de confiance, par exemple, je ne sais pas, entre territoire et l'État, entre acteurs publics, acteurs privés? Je dirais pas de confiance ou pas confiance. En fait, c'est plutôt. Je pense que c'est clairement un manque de transparence ou de peur de se comparer. En fait, c'est plutôt une forme de peur plus que de méfiance, me semble-t-il, moi. Monsieur Montubert, vous vouliez réagir? Vous me permettez de réagir. Bonjour à toutes et à tous. On a fait un sondage en 2019 sur justement cette question de la confiance dans la donnée, sondage que vous trouverez sur le site d'Equitia, et qui montrait que, en fonction des acteurs pouvant utiliser la donnée, la confiance apportée par ceux qui ont répondu au sondage n'était pas du tout la même. Pour faire simple, quand on leur demandait est-ce que vous avez confiance dans, en gros, les hôpitaux et la recherche pour utiliser des données, c'était oui à 75%. Dans les collectivités territoriales, oui à 62%. Dans l'État, oui à 46%. Les réseaux sociaux, oui à 12%. Voilà. De mémoire, c'était ça les chiffres. Donc, il y a une gradation qui est extrêmement forte, qu'on retrouve d'ailleurs dans plein d'autres domaines. Si on regarde les enquêtes du Cevipof sur la confiance des Français dans les différentes institutions, on retrouve à peu près le même type de chiffres. Donc oui, il y a une question de confiance aussi qui va être de l'ordre de, au final, qu'est-ce qui va m'arriver si tel acteur utilise mes données? Parce que les impacts ne sont pas du tout les mêmes. L'impact, évidemment, que ce soit un service fiscal ou que ce soit la mairie, n'est pas le même. Et pour un service commercial, il y a un impact que je peux trouver désagréable, mais peut-être moins grave, ou au contraire plus grave, ça dépendra de chacun, et qui font qu'on va accorder effectivement sa confiance de manière différentielle. Mais par contre, il y avait un truc qui était très frappant. Je sens que vous avez un plan et je ne veux pas trop anticiper, mais c'était qu'il y avait une confiance qui augmentait quand on mettait ensemble les acteurs, plutôt que de les traiter séparément. Le fait qu'il y ait une seule tête n'est pas forcément le meilleur moyen pour avoir de la confiance. Et en plus, on a fait des enquêtes qualitatives qui allaient vraiment dans ce sens-là. Et le fait de pouvoir mélanger des acteurs publics et des acteurs privés pouvait être justement beaucoup plus générateur de confiance. Je voudrais peut-être qu'on revienne effectivement sur un point que vous venez d'évoquer, Monsieur Montubert. Quand vous dites, finalement, d'après ce sondage que vous avez cité, que vous avez réalisé, ou fait réaliser, on a un facteur de proximité très clairement. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors j'entends aussi quelque part le pouvoir de nuisance entre guillemets des services fiscaux est peut-être perçu plus fortement que le pouvoir de nuisance de ma mairie de quartier. Mais est-ce qu'il y a d'autres éléments qui expliqueraient pourquoi, a priori, d'après ces enquêtes-là, on a plus confiance? La proximité, je crois, est effectivement un facteur extrêmement important. Là aussi, mais ça, c'est des sondages qui sont bien connus. Il y a plus de confiance dans le maire que dans le conseiller départemental, dans le conseiller départemental que dans le conseiller régional, pardon, j'en suis navré, mais plus que dans le député, etc., etc. Ou le sénateur, voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, la proximité, parce que tout simplement, c'est des gens qu'on a d'une certaine manière sous la main, dont on connaît les orientations, qu'éventuellement on va pouvoir interpeller s'il y a quelque chose qui va mal. Donc oui, en fait, c'est là qu'il y a quelque chose sans doute à prendre en compte, puisque quand on parle de partage et d'utilisation des données, d'une certaine manière, on peut se dire on est dans le monde virtuel, on est dans la technologie, on est dans quelque chose voilà, qui est très loin de nous. Mais en réalité, on est en train de parler d'une problématique profondément humaine. Un des éléments majeurs dans la capacité à développer toutes les techniques de big data et d'IA, ce n'est pas que des questions de savoir-faire scientifique. Je suis mathématicien, j'adore ça, mais c'est des questions humaines, de gestion des rapports sociaux et de la manière dont, effectivement, on fait en sorte que les gens effectivement, adhèrent ou soient en capacité de refuser, parce qu'il y a des choses qu'il faut refuser, par rapport aux usages qui vont être faits. Alors, je voudrais faire réagir. Alors, vous avez dit qu'on faisait moins confiance à la région qu'on ne faisait confiance à son département ou à sa métropole. Mais je le disais à regret. Très bien. Cependant, il s'avère que nous avons là un élu régional, et je vais me retourner vers vous, Jérôme Tréhardy. Peut-être justement vous faire réagir sur la question de la confiance. Est-ce que la confiance que je peux avoir dans l'utilisation qu'un territoire, qu'un exécutif va faire de mes données, c'est de l'acquis
c'est du construit ou c'est quelque chose qui se démontre? Alors, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui et ravi de pouvoir échanger sur ce sujet extrêmement intéressant et de le partager avec mes voisins. Déjà, une première chose que je voudrais dire, c'est qu'il est certain que, juste pour rebondir avant de répondre à votre question, parce que c'est important, moi je pense qu'il y a un vrai fantasme autour de la donnée qui se crée et je peux comprendre, moi je comprends parfaitement les craintes des citoyens, des entreprises sur l'utilisation qu'on fait de la donnée. Si on s'arrête un tout petit peu, et vous l'avez mentionné sur ce qui s'est passé récemment dans le CHU et également dans la collectivité de Caen, ça donne à voir quand même quelque chose qui peut être très inquiétant. Si on se tourne maintenant, moi je suis assez choqué de la façon dont on utilise la donnée, par exemple en Chine, sur ce passeport social qui permet d'avoir des notes en fonction de comment on se comporte et en fonction de ça, ça influe sa vie. Enfin, ce que je veux dire, c'est que si on se met dans la place de quelqu'un qui n'est pas comme nous, plongé quotidiennement dans ces histoires de données, ça donne à voir quand même un contexte qui peut être extrêmement anxiogène et qui ne prête pas à la confiance. Et c'est pour ça que je pense qu'il est extrêmement important d'expliquer et de rendre concret l'utilisation qu'on peut faire de ces données et de donner à voir. Et je pense que là, on a quelque chose qui est extrêmement important. Et l'autre chose aussi que je voulais rappeler par rapport à ce que j'ai entendu, c'est qu'on voit bien qu'il y a différents niveaux de lecture. C'est pas une confiance, c'est des confiances. C'est des confiances entre collectivités, des confiances entre collectivités et citoyens, des confiances entre entreprises et citoyens. Enfin, on peut décliner ça. Donc en fait, c'est pas un sujet, c'est un sujet qui est protéiforme et qui explique un peu cette difficulté. Donc d'où la réponse à votre question. C'est bien évidemment, rien n'est acquis parce que je viens de vous expliquer et que à mes yeux, la confiance est quelque chose qui se décrète pas, mais qui se démontre. Et je pense que on arrive à un moment où la donnée est un peu un mot, mais un mot à la mode, comme on a la cybersécurité, elle est aussi, l'IA l'est également. On met tout ça dans une phrase et puis voilà, on a l'impression d'avoir résolu tout. Et en fait, je pense qu'il faut faire extrêmement attention à ça et qu'on est dans une période au contraire où nous, acteurs publics, et nous, régions, et comme le décrivait cette étude, on a encore beaucoup de travail à faire. Donc, c'est un peu le travail que je mène sur ce mandat-là. C'est en tout cas de faire la démonstration. Et je pense qu'il faut être extrêmement humble par rapport à notre positionnement, même si on est l'État, même si on est une collectivité, à ce qu'on donne à voir aux citoyens. Voilà. Si je paraphrasais une célèbre maxime, il n'y a pas de confiance, il n'y a que des preuves de confiance, en fait. Si on pourrait le redire comme ça. Merci. Donc, je pense qu'on a, en tout cas, j'espère, essayer de définir un petit peu le problème auquel on va essayer de s'atteler, qui va être l'objet de notre discussion ensemble cet après-midi. Peut-être une autre idée qui a beaucoup circulé aussi, qui était l'idée de dire la collectivité, peut-être basée d'ailleurs sur le constat que M. Montubert vous évoquiez après cette étude, l'idée que les territoires, les collectivités sont bien placés pour être des tiers de confiance. Et donc j'ai envie de vous faire réagir cette notion de tiers de confiance et puis vous poser peut-être une deuxième question sans que ce soit une question piège, qui est de dire si c'est un tiers à quoi? Et un tiers à qui? Parce qu'a priori, un tiers de confiance, c'est quelqu'un qui n'est pas dans une transaction, c'est quelqu'un qui est en dehors. Qui veut réagir sur cette question du tiers de confiance? Monsieur le sénateur. Oui, alors déjà, je trouve effectivement l'étude faite très intéressante et finalement révélatrice de ce qu'on peut aussi appréhender de façon intuitive. Moi, je crois vraiment, effectivement, au fait que la confiance se fait par une relation qui est une relation humaine. Et la relation humaine, elle se fait effectivement dans la relation de proximité. D'où donc cette réponse de dire que finalement la collectivité la plus proche, qui est la commune, peut apparaître comme étant celle qui est la mieux placée pour donner confiance aux concitoyens. Mais c'est aussi dû, je veux dire, à l'histoire. Les communes, les maires, à portée d'engueulade, comme dirait mon président du Sénat, ont aussi, donc, de par leur fonction historique,
cette marque de confiance. Rappelons que ce sont les communes qui ont la charge de l'état civil, qui est quand même un sujet important. Ce sont des officiers de police judiciaire, ce sont des représentants de la collectivité pour justement tout ce qui est service public. Hein, il y a des délégations de services publics qui sont portées par ces collectivités. On peut prendre des exemples aussi de réalisations qui ne posent pas de difficultés a priori et qui d'ailleurs sont quand même donc des sujets sur lesquels on pourrait s'interroger si on creusait un peu plus. C'est la vidéoprotection. Dans la vidéoprotection, dès lors que ça reste donc un sujet local, je veux dire, bon, ça se met en place et ça se fait sous la forme de confiance. Si on confiait la vidéoprotection à l'État, je suis persuadé, mais vraiment persuadé, qu'on aurait des réactions beaucoup plus vives et qu'on aurait d'ailleurs des problèmes d'acceptabilité de ce genre d'activité. Alors, donc, pour être très, très clair sur la question, c'est pourquoi moi je suis convaincu que si on veut donner de la confiance, et l'échelon le mieux placé pour donner de la confiance est l'échelon le plus proche des concitoyens, donc au niveau communal. J'entends. Madame Jamet. Je voudrais juste rebondir que toutes les communes n'auront pas forcément les moyens d'être ce tiers de confiance, et donc du coup, effectivement, c'est une question délicate de dire qui est le mieux à même d'être ce tiers de confiance. Je pense qu'aussi c'est plutôt un conglomérat, c'est-à-dire que c'est comment on s'unit pour être un tiers de confiance ensemble, en fait. Et donc, moi, ce qu'on essaye de faire, c'est de fédérer autour du territoire les entreprises privées ou les agences, par exemple, d'urbanisme, les autres agences locales, etc., pour faire en sorte qu'on récupère ces données, style la CCI, ou ce genre pour qu'il y ait ces échanges et qu'il y ait une confiance. Donc effectivement, ça passe par le fait de pouvoir être celui qui parle à tout le monde et essayer de fédérer tout ça. Après, moi je pense qu'aussi, ça doit un peu s'imposer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit pouvoir récupérer nos données qu'on délègue. Et on sait très bien que quand on est dans une délégation de service public, si on ne le met pas en clause, le délégataire ne donne pas la donnée et donc on ne peut pas récupérer ces données. Donc là, c'est important aussi qu'en tant que collectivité, on impose les règles sur la donnée, à qui elle est, qu'est-ce qu'on va en faire, est-ce qu'on va la libérer ou pas en open data, etc. Mais en tout cas, il faut absolument contractualiser aussi de façon officielle pour donner cette confiance aussi. C'est-à-dire tant de la part du concédant que de l'attributaire, parce que qui nous dit qu'il nous donne toutes les données. Donc il faut bien le noter et pour pouvoir vérifier aussi. Donc on a toute cette relation, à mon avis, qu'il faut mettre en place dans les écosystèmes. Et c'est vrai qu'on a quand même plusieurs échelons. C'est qu'on va avoir la commune, l'agglomération ou métropole, le département qui aussi capte de la donnée ou un partage de la donnée, la région qui le fait très souvent. Et puis après, on a effectivement l'État. Où on va échanger de la donnée et qui est aussi importante. Et souvent, c'est là, enfin, pour moi, la grande difficulté, c'est ce capharnaüm de où on va chercher la donnée qui nous intéresse. Et c'est en ça aussi où, à mon avis, il est important de remettre je reviens toujours un peu à ça, mais de la transparence pour arrêter de mettre la même donnée à 10 endroits différents aussi. Et donc ça, il y a vraiment une organisation, à mon sens, qui doit se faire à ce niveau-là. On reviendra effectivement sur ces questions d'organisation. Peut-être, Monsieur Montubert, vraiment, pardon d'insister, mais je reviens quand même sur la question du tiers. Hier, comme peut-être un certain nombre d'entre vous, vous êtes allé au restaurant et à un moment donné, vous avez payé avec votre carte bancaire. Il y a le restaurateur, il y a vous-même, et puis à un moment donné, il y a le groupement carte bancaire, où il y a Visa, où il y a Mastercard. On voit bien ce que c'est qu'un tiers de confiance dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'il y a un système qui permet au restaurateur d'être sûr que vous n'allez pas lui laisser une note non payée, Monsieur Montubert, mais vous avez aussi la certitude qu'en utilisant le système, il ne récupère pas votre numéro de carte pour en faire n'importe quoi. Donc il y a bien la notion du tiers. Ça serait quoi un tiers de confiance quand on dit une collectivité est tiers de confiance? Elle est tiers sur quoi? Bon, alors d'abord, le terme de tiers de confiance, il est un petit peu ardu parce qu'il a parfois des significations très précises.
Et j'imagine que vous l'employez dans un terme un petit peu large, hein, volontairement. En tout cas, il est clair que il faut partir d'abord d'un premier élément qu'on n'a pas donné, je crois, et qui est dans le titre, c'est que on a un besoin de partage entre plein d'acteurs si on veut faire des traitements de données. Ça, on ne l'a peut-être pas reprécisé, mais je voudrais revenir à cet élément-là. Il y a 15 jours, on avait les Geodata Days et on était en région Nouvelle-Aquitaine. Et un des acteurs de toute la problématique d'incendie qu'on a vécu malheureusement de manière dramatique dans cette région, et en Gironde tout particulièrement, nous montrait une carte qui était la carte utilisée. Et là-dedans, il dit qu'il y a 350 couches de données. 350. Ça veut dire énormément de partage. Et donc, du partage entre des fournisseurs de données, d'une certaine manière, qui peuvent être de toute nature. Ça peut être vraiment des individus. Quand la forêt, une partie, c'est des propriétaires privés. Ça peut être évidemment des communes. Ça peut être des services peut-être d'entretien des forêts, peu importe. Donc, la question du tiers, elle n'est pas simple, parce qu'on n'est pas juste entre le restaurateur et le client, là. On est sur la structure dans laquelle la diversité des acteurs qu'il va falloir réunir pour avoir accès aux différentes données vont pouvoir donner suffisamment de confiance pour que les traitements de données s'opèrent dans le respect de plusieurs choses. Un, qu'il y a effectivement une légitimité à faire les traitements de données, c'est la question de l'éthique. Deux, qu'on soit dans un modèle économique où personne ne se fasse spolier, ce qui n'est pas toujours le cas dans le monde numérique aujourd'hui, vous en conviendrez. Et puis 3, que ça soit fait avec des technologies qui effectivement permettent de mettre en œuvre tous ces éléments-là et de manière totalement sécurisée. La question de la cybersécurité a été évoquée, Patrick Chaise le disait au début, il a raison, c'est évidemment une question absolument centrale étant donné le niveau d'attaque, et il y a fort à parier que ça ne s'arrête pas, voire ça s'amplifie très très fortement, mais ce n'est pas qu'une question de cybersécurité, c'est aussi une question de quels sont les protocoles technologiques qu'on peut faire pour faire tout ça. Le problème, c'est que ces questions-là sont des questions compliquées. Pour moi, d'une certaine manière, histoire de terminer un petit peu, je résumerai, le tiers de confiance, c'est peut-être l'organisation qui va permettre de se donner de règles qui soient des règles vraiment solides pour encadrer tout ça. Et dans lequel nous tous, en tant que citoyens, en tant qu'acteurs économiques, acteurs politiques, ou peu importe, dans les différentes fonctions qu'on peut avoir, nous nous disions, eh bien oui, là, il y a un travail qui me paraît effectivement être cohérent avec les valeurs que je porte, et qui font que les usages qui vont être portés pour, par exemple, la prévention des risques, par exemple pour la transition écologique, pour la transition énergétique, on est en plein là-dedans. Et derrière, c'est plein de besoins de données et plein de besoins de partage de données. Eh bien, ils vont effectivement être faits parce que c'est nécessaire de les faire. Ils vont être faits dans des conditions dans lesquelles je peux avoir confiance. Donc c'est peut-être ça, ce tiers de confiance. Je ne sais pas si je réponds à cette question qui est difficile, mais j'essaye d'apporter une petite... En tout cas, si, je trouve que ça donne des éclairages qui sont tout à fait intéressants, et ça fait la transition peut-être avec le nouveau temps de cet échange que je voudrais qu'on ait tous ensemble, autour de la question de, OK, quelles sont les actions que les collectivités, que les territoires mettent en œuvre? Donc là, il y a un certain nombre de représentants qui ont des actions très concrètes qui ont été menées. Et donc, je voudrais qu'on puisse un peu essayer de regarder ce qui se fait. Il a beaucoup été question des chartes. Alors peut-être que Bertrand Montubert, un peu plus tard, vous pourrez nous en reparler aussi, puisque Occitanie Data, avant Equitia, avait lancé des chartes. Il a été question de beaucoup d'initiatives comme ça. Donc, je voudrais qu'on fasse un tour d'horizon peut-être de toutes ces actions-là, en gardant peut-être à l'esprit aussi quelque chose d'important, qui est que les rôles des collectivités, quand on parle de données, peuvent être multiples. Et d'ailleurs, on l'a bien entendu, là, c'est je suis collectivité, je suis producteur de données, je suis collecteur de données, j'exploite des données, je vais parfois les mettre à disposition. Le terme open data a été prononcé, mais on peut imaginer d'autres modalités de partage. Peut-être que je vais chercher à fixer les règles du jeu sur mon territoire. C'est l'exemple de la charte de la donnée métropolitaine de Nantes et que d'autres ont pu aussi reprendre. Voilà, il y a vraiment une multiplication de rôles. Peut-être que c'est aussi travailler des écosystèmes. Voilà. Donc je voudrais vous entendre un peu sur ces questions-là, ces initiatives. Qu'est-ce qui se passe sur vos territoires et qui, selon vous, contribue à créer un cadre de confiance. Peut-être je vous propose qu'on revienne en Bretagne. Dans les échanges qu'on a eus, notamment M. Tréhardy, vous m'avez parlé des projets autour de la création d'une identité numérique bretonne. Alors, une identité bretonne, je crois qu'on voit tous ce que c'est.
Qui ne le voit pas. Qui ne voit pas. Dans le monde entier, l'identité bretonne est quelque chose de... Est-ce que l'identité numérique... Je fais l'idiot. Hein. Est-ce que l'identité numérique bretonne, c'est l'identité bretonne en ligne? Sans doute pas. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet-là et en quoi ça répond ou ça contribue à répondre à la création de ce cadre de confiance? Oui, avec grand plaisir. Donc effectivement, au sein, alors juste pour remettre un tout petit peu de contexte, je pense que c'est important pour expliquer pourquoi ce projet dont vous parlez, donc cette identité bretonne dont je vais vous parler un petit peu plus en détail. Peut-être déjà d'une part rappeler qu'au sein du conseil régional, la façon dont on aborde le numérique, et en ayant la conscience aiguë, et on voit bien le débat qu'on a aujourd'hui, que le numérique est le vecteur des transitions à venir, économiques, sociales, écologiques, et que c'est un sujet éminemment politique et éminemment démocratique. Quand ça s'est posé, on a une vraie réflexion autour de la question de la souveraineté. Et quand on parle de souveraineté, qui est encore une fois un mot un peu à la mode, moi j'aime parler de la liberté de choix. C'est-à-dire que le numérique doit laisser la liberté de choix aux citoyennes et aux citoyens, aux Bretonnes et aux Bretons. Quand ça s'est posé, effectivement, on a travaillé à réfléchir qu'est-ce qui pouvait justement permettre aux citoyens, enfin, comment on pouvait travailler à ça. Et c'est vrai que va déployer là bientôt un projet qui s'appelle moncompte.bzh, qui est en fait directement lié à la réflexion qui se passe au niveau de l'Europe. Vous en parliez sur l'identité, la gestion de l'identité, on appelle ça le wallet, le portefeuille, qui fait suite à quoi? Qui fait suite au fait que malgré la perte de... le doute que peuvent avoir les utilisateurs sur l'usage de leurs données, dès qu'ils y trouvent un intérêt suffisant, ils sont prêts à la donner. Facebook, Instagram en est la parfaite démonstration. Et c'est ça aussi un peu la difficulté, ça rejoint un peu le débat juste avant sur qu'est-ce qu'un tiers de confiance, mais ça je referme la parenthèse parce que ça pourrait être long. Et en fait, c'est quoi? C'est de créer quand vous vous inscrivez sur un site internet, vous créez une identité numérique. Donc on a chacun des dizaines et des dizaines, voire des centaines d'identités numériques. Et donc, quand on arrive à ce qui est de tout ce qui est les usages, les services qui sont rendus par la collectivité aux citoyens, on souhaite pouvoir proposer aux Bretonnes et aux Bretons d'avoir un seul identifiant, une seule identité, qui permettent de pouvoir se connecter à l'ensemble des sites de la collectivité bretonne, de la région Bretagne, mais demain potentiellement des autres collectivités. Et là, on rejoint le travail de concertation avec les autres collectivités, dans le principe de se dire, dites-le nous une fois, et comme ça, je n'ai pas à redonner à chaque fois mon identité. Et surtout, ce qui est extrêmement important derrière cet outil-là, c'est la capacité aussi à pouvoir gérer les données que je vais donner. C'est donc, je vais au sein de façon très simple, très, très transparente, de pouvoir laisser l'opportunité aux Bretonnes et aux Bretons de dire voilà, ça, telle donnée, je donne accès, celle-là, je donne plus accès, je l'ai donnée à un moment, j'arrête de la donner, de façon très transparente et très éloignée de ce qu'on a l'habitude d'avoir sur d'autres sites de réseaux sociaux, par exemple, où il faut des dizaines et des dizaines de liens pour arriver à enfin pouvoir décocher une case. Donc en fait, ce projet va être lancé là d'ici la fin de l'année, donc c'est un peu en prémisse que je vous partage ça. C'est un exemple extrêmement concret de nous, comment la région Bretagne on essaie justement de travailler ça. Et on s'appuie également, et donc l'État étant aussi présent sur le dispositif France Connect, donc qui permet aussi de pouvoir simplifier l'usage des identités. Et donc un projet effectivement qui s'appuie aussi sur d'autres projets, d'autres briques de projets, notamment sur une réflexion autour d'un pivot commun de données. Voilà, je n'ai pas le temps d'en revenir dessus, mais en tout cas, on a aussi ce souci de se dire aussi que, et ça a été rappelé, c'est que quand on parle de données, il faut qu'on parle le même langage. Et donc comment être capable demain de pouvoir parler tous le même langage de façon fluide et en direct, nous permettant ainsi de pouvoir fluidifier l'accès à la donnée. Donc en tout cas, cette première brique est pour nous un point important. Justement sur donner à voir, et finirai là-dessus, donner à voir aux citoyennes et aux citoyens que, en tant que collectivité, cette confiance, c'est de rendre très lisible ce qui donne l'opportunité de donner comme information. Et ça, je pense que on laisse la main
En fait, ce n'est pas nous qui décidons, c'est le citoyen qui décide de donner l'information qu'il souhaite donner. Voilà. Donc ce que j'en retiens aussi, peut-être garder le micro juste 2 secondes, ce que j'en retiens aussi de votre propos, c'est que créer ce cadre de confiance, ça peut aussi passer à travers du logiciel, des dispositifs et pas uniquement des textes ou des déclarations de principe. C'est bien ça? En fait, c'est exactement ça et ça me fait rebondir sur... j'étais interrogé par le Télégramme sur un autre sujet qui était sur l'inclusion numérique. Et en fait, ça pointe du doigt le sujet. L'enjeu, le sujet, c'est pas le numérique, c'est l'usage qu'on en fait. Et donc, typiquement, effectivement, c'est là, au-delà d'un texte, c'est concrètement quel usage on peut donner à voir du numérique. Donc, le numérique peut apporter aussi des solutions au-delà d'une simple charte, effectivement. Pour autant, sans que ça dévalue les démarches de charte, parce que justement, je voudrais qu'on évoque avec vous, Bertrand Montubert, et puis je ferai réagir Monsieur Chaise et Madame Jamet aussi sur ces questions-là. Mais vous avez évoqué Equitia, les démarches un peu d'Equitia. L'une des premières pierres de l'édifice, c'était la publication de la charte éthique de la donnée. Est-ce que peut-être vous pouvez, Bertrand, si vous voulez bien, en redonner quelques... Voilà. Pourquoi cette charte? À quoi ça sert? Et surtout, comment? Parce que je crois que vous êtes dans une nouvelle phase aujourd'hui de la rendre opérationnelle. C'est ça. En fait, le point de départ, c'était par rapport à cette question de la confiance que vous avez très bien posée dès le début. Pourquoi est-ce que les gens n'ont pas confiance? On a identifié qu'il y avait un certain nombre de freins dans le déploiement d'un certain nombre de projets de données. Et c'était souvent très paradoxal parce qu'on pouvait être dans des contextes qui, très clairement, donner le sentiment que, bien entendu, il fallait les conduire. Je donne des exemples pour qu'on soit un petit peu concret, mais si vous prenez des chercheurs qui travaillent, par exemple, sur la question des inégalités sociales de santé, ils ont par définition besoin d'accéder à 2 types de données, des données de santé et des données sociales. Voilà. Or, quand on est à l'hôpital, éventuellement, ils vont pouvoir travailler sur des bases de données d'hôpitaux, mettons, et donc avoir les données de santé, mais à ce moment-là, ils n'ont pas les données sociales. Et en fait, ils étaient vraiment en grande difficulté, et ils le sont toujours d'ailleurs, le plus souvent, en grande difficulté pour arriver à faire leurs travaux de recherche. Même dans des situations extrêmement importantes, comme on l'a vu dans le Covid, même ça, des travaux financés en urgence par l'ANR, ils ont mis 18 mois avant d'arriver à réunir les données dont ils avaient besoin. C'est quand même ahurissant quand on voit qu'on a fait quand même sauter tous les cadres. Celui-là, il n'a pas sauté. Donc on voit qu'il y avait un problème. Alors où il vient le problème? Mais il vient que très souvent, les différents acteurs qui vont devoir dire oui ou non, en gros, on donne accès à nos données, ils ne vont pas forcément savoir à quel point c'est légitime. Ils vont éventuellement essayer de regarder la question de la réglementation. La réglementation, ce n'est pas si simple, parce que tout de suite, ça va être, dès qu'on est dans la donnée personnelle, le RGPD. Oui, sauf que le RGPD, il contient aussi une exception qui fait qu'à des fins de recherche, on peut utiliser les données. Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut le faire n'importe comment, etc. Il y a tout un cadre qui est mis en place par la CNIL pour pouvoir le faire. Mais le résultat, c'est que ce n'est pas très fonctionnel. Nous, on a identifié qu'on avait besoin d'avoir un cadre d'interprétation, d'analyse vis-à-vis des projets, vis-à-vis des usages, pour savoir si c'était légitime de les porter ou pas. Et ça, c'est tout simplement une charte éthique. Donc, on a, puisqu'on a la chance d'avoir dans Equitia une grande spécialiste de l'éthique, éthique de la santé au départ, et on a travaillé dans le cadre d'une commission pour élaborer cette charte éthique de la donnée, qui n'est pas une charte éthique liée, comme c'est le cas, c'est très intéressant d'ailleurs, la démarche de Nantes, vous l'avez évoqué, la charte métropolitaine de la donnée qui s'applique à la collectivité territoriale. Et aux acteurs. C'est vraiment tous les acteurs et aux acteurs du territoire, mais là, c'est beaucoup plus transversal. Et on ne s'est pas arrêté là, on a décidé d'aller plus loin parce que cette charte, elle a une fonction, c'est-à-dire que par exemple, on peut accompagner des acteurs qui veulent être dans une démarche éthique pour voir justement comment faire en sorte que leur projet data soit un projet qui puisse être conforme à cette charte éthique. Mais on a considéré qu'il fallait aller plus loin en créant un label. Parce que, si vous voulez, d'abord aujourd'hui, la thématique de l'éthique a pris quand même beaucoup plus d'ampleur. J'ai envie de dire, d'un certain point de vue, tant mieux. Il y a quelques années, quand on commençait à agiter ça, il y avait plein de gens qui me disaient « Oui, mais bon, t'es bien gentil, mais ça va freiner les projets. » Je dis « Les projets, ils sont freinés quand on n'a pas de cadre éthique. Donc de toute façon, tant qu'à faire, faisons les choses correctement. » Et en réalité, je pense même que ça va pouvoir accélérer certains projets parce que l'absence de cadre éthique est un frein en lui-même. Là, aujourd'hui, tout le monde veut faire de l'éthique. Ok, très bien.
On sait très bien aussi que, on l'a vu d'ailleurs avec certains très grands opérateurs internationaux qui ont, je crois, d'ailleurs fermé leur département éthique 2 ans après l'avoir créé, que c'est une question qui ne se traite pas juste en faisant de l'affichage. Mais simplement, on a besoin de simplifier la lecture. Comment fait le citoyen ou l'acteur qui se dit telle organisation met en place un projet, elle nous dit qu'elle fait ça, Ethics by Design, ok, mais qu'est-ce que j'en sais? Le label, il est là pour donner de la lisibilité à ces questions-là. Et donc là, on a lancé les 5 premiers labels qui vont permettre comme ça d'analyser si des projets qui sont portés par différents acteurs, il y a un qui est porté par une collectivité territoriale, un autre par une entreprise, dans des domaines de l'ordre de la vidéoprotection, par exemple, parce qu'il y a des sujets éthiques extrêmement lourds dans le domaine de la vidéoprotection. Et ça va nous permettre, on l'espère, de faire en sorte que la compréhension des problèmes d'éthique soit beaucoup plus simple pour les usagers. Alors, juste en 2 mots sur ce label, parce que vous aviez aussi évoqué l'idée dans l'idée de lisibilité, de simplification, il y avait l'idée d'un équivalent du Nutri-Score, en fait. Est-ce que le label, en gros, va me dire ce service, il est d'éthique A, B, C, Alors D non, ou E? non, on n'est pas là-dessus. Donc c'est plutôt c'est oui ou non. Voilà. Voilà. Peut-être qu'un jour on fera l'Ethic-Score, mais non, on est plutôt sur le oui ou non. D'accord. Très bien. Merci. Madame Jamet, est-ce que vous voulez, je ne sais pas, soit nous donner d'autres exemples d'actions de collectivités, peut-être sur Bordeaux Métropole, ce que vous portez ou ce que vous voyez au niveau national? Alors, on porte le même projet de compte citoyen aussi, avec le principe du dites-le nous une fois, et effectivement de connexion avec France Connect. Et pour le moment, moi j'ai demandé au service en tout cas d'aller faire du design de service pour aller vraiment vers l'usager, pour qu'il fasse le produit final avec l'usager. Parce que c'est comme ça aussi qu'on va pouvoir donner confiance à l'usager, et en termes aussi d'utilisabilité du système. Et donc on le fait à l'échelle métropolitaine, et effectivement ça sera une identité métropolitaine, et après quand on se connectera à des services municipaux, on aura la même identité. Donc on est en train aussi de faire ça. D'ailleurs, on a été lauréat dans le cadre du plan France Relance sur ce sujet aussi. Donc ce serait bien d'ailleurs que tous ces projets puissent être mis un peu en commun pour voir comment ça se fait sur tous les territoires. Je pense qu'il y a de quoi faire un peu de mutualisation sur ce genre de projet. Ensuite, nous, effectivement, on n'a pas fait de charte à Bordeaux Métropole, pas pour le moment. On est en train d'organiser la gouvernance interne déjà de la donnée, et ça, pour moi, c'est vraiment un fondamental. Donc, par exemple, au printemps dernier, on a fait le printemps de la donnée, mais à destination des agents de Bordeaux Métropole. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin que les agents s'emparent de ce sujet et libèrent leurs propres données. Parce que moi, je suis archiviste de métier, et donc quand j'allais dans un service, c'est ah non, c'est à moi. Bon, sur la donnée, on est un peu encore dans le même cas de figure. C'est moi qui l'ai produite, c'est à moi, et je n'ai pas la donnée à mon voisin, mon copain, collègue, agent de la même collectivité, pour que ça puisse lui rendre service aussi. Et donc là, on a vraiment besoin d'avoir une culture finalement d'entreprise, de collectivité autour de la donnée, pour qu'il y ait ce partage de la donnée déjà en interne. Et ça, me semble fondamental. C'est qu'on a vraiment besoin au niveau des agents des collectivités territoriales qu'il y ait cette culture de la donnée. Ensuite, on va vers l'extérieur, donc comme je disais, soit avec des clauses dans des cahiers des charges, soit par exemple aussi dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt pour limiter le free floating sur les communes de la métropole qui ont voulu intégrer ce dispositif. Donc c'est une AMI, ce n'est pas une DSP, et donc c'est de l'occupation du domaine public. Et donc on peut mettre moins de contraintes, mais on a quand même mis une petite clause de fait de récupérer la donnée des opérateurs qui seront retenus. Et on a rajouté dans la clause que potentiellement nous pourrions la libérer en open data. Donc ça, c'est vraiment un moyen, de contrôler ce qui se fait sur notre territoire. Et aujourd'hui, en fait, il y avait une charte d'utilisation du domaine public avec les opérateurs de free floating, mais derrière, il n'y avait rien d'autre. Donc là, au moins, on va pouvoir vraiment récupérer cette donnée, et je pense qu'ils ont un intérêt vraiment général. En plus, je pense que les citoyens vont être très actifs sur ce sujet pour bien contrôler si les données, si les objets connectés, les engins connectés sont bien au bon endroit sur le domaine public. Il y a une espèce d'auto-vérification du citoyen sur ça, parce que ça agace particulièrement les Bordelais, et moi-même d'ailleurs, parce que les trottoirs sont encombrés. Donc il y a un vrai finalement
les gens vont s'en approprier et vérifier si ça se passe bien. Donc ça, on le met en clause. Dans les DSP aussi, on met systématiquement des clauses. Et aujourd'hui, on discute beaucoup avec toutes les agences, par exemple l'agence d'urbanisme de Bordeaux, Bordeaux Métropole et de Gironde, qui est aussi de Gironde, qui n'a jamais partagé ces données. Donc là, c'est un travail aussi d'acculturation de ces services-là pour qu'on partage les données. Donc là, sur l'exemple du free floating, on a un exemple de tiers pour le coup, puisque des opérateurs de free floating, des habitants qui pourraient réutiliser et vous, en tant que collectivité qui c'est très attendu. Organisez cet échange. C'est très attendu. Alors, Monsieur Célès, vous voulez réagir rapidement? Je n'ai pas oublié que nous avons aussi une intervenante à distance. On ne l'a pas oublié non plus. Je voudrais juste réagir par rapport à ce qui venait de dire, parce que en fait, on se retrouve dans un paradoxe. Le paradoxe qui est effectivement la problématique de donner des données, et donc le fait que ces données n'ont pas toutes la même importance. C'est-à-dire qu'en fait, on parlait de fantasme de la donnée, je crois que c'est effectivement le bon terme, le terme qu'il faut utiliser, dans le sens où pour certains détenteurs de données, il y a une forme de protectionnisme qui est donc démesuré et qui n'est pas du domaine de la sécurité. C'est plutôt du domaine je mets ça entre guillemets et sans offenser personne, mais un peu d'égoïsme quelque part ou d'instinct de propriété. Voilà. Donc c'est aussi ça qu'il faudrait qu'on puisse faire évoluer. Et je pense très franchement que plus peut-être qu'une charte, il faudrait vraiment qu'on ait un cadre du partage de la donnée et qu'on ait une vraie réflexion pour faire en sorte qu'on puisse libérer les initiatives et avancer dans le domaine. Alors, je pense qu'on pourra revenir sur la question du cadre, notamment avec l'inspiration européenne. Laure Lucchesi, donc vous êtes toujours avec nous, je vois un retour. Là. Voilà. Bonjour. Bonjour à toutes et tous et merci de ne pas m'avoir oublié. J'ai écouté très attentivement tous ces échanges. C'est pas facile pour moi d'intervenir parce que si j'ai bien entendu, je suis avant-dernière en termes de confiance en représentant l'État après les réseaux sociaux, d'après ce qu'a dit Monsieur Monthubert, mais je vais essayer quand même d'apporter un éclairage. Peut-être justement cet éclairage, je ne sais pas si Laure, vous avez déjà un ressenti sur ce qui a été raconté ou une réaction par rapport aux différents exemples, ou si vous voulez tout de suite qu'on évoque les actions de l'État et d'État Lab plus spécifiquement. Non, mais alors beaucoup de choses ont été dites et puis surtout mises en œuvre avec succès sur ce thème-là effectivement la confiance. Enfin, c'est un thème qui est extrêmement large. On voit bien que ça balaye beaucoup, ça couvre beaucoup de concepts derrière. Moi, ce que je peux vous dire, c'est revenir finalement sur effectivement ce que l'État, à son niveau, peut apporter sur cette question. Je voulais juste incidemment dire qu'une partie de ce qu'on a fait, et notamment ces 2 dernières années, c'était aussi de financer des actions concrètes, des projets qui ont été financés dans le cadre de France Relance. Ont été mentionnés et ça, en fait, c'est très concret, mais ça permet quand même de faire avancer très pratiquement la mise en place d'un certain nombre de services. Et même si là, aujourd'hui, les financements de France Relance s'arrêtent en tant que tels, on est en train de réfléchir à prolonger via la mise en place de différents fonds d'investissement opérés avec les différents ministères, mais avec bien sûr l'idée que ça puisse aller jusqu'aux collectivités territoriales, d'imaginer des nouveaux fonds pour pouvoir continuer en fait cette forme de soutien aussi à l'action très concrète des différents acteurs territoriaux en matière de données. Donc ça, c'est la partie l'État qui finance. Mais en partie, voilà, c'est un appui, c'est un coup de pouce. On fait des financements, des cofinancements à certains projets, mais les guichets qui ont été ouverts dans France Relance sur les projets qui finançaient de l'échange de données, c'est le guichet qui a eu le plus de succès et c'est celui qui a financé le plus d'initiatives. Donc, on voit bien qu'il y a beaucoup d'attentes par rapport à ça. Même si, en tant que aussi acteur étatique, on a quand même un rôle de structuration
et de faire en sorte qu'il y ait quand même une certaine cohérence dans les initiatives que l'on finance. Donc ça, c'était le premier volet. Mais après, en tant qu'État, notre rôle, c'est évidemment de participer à l'établissement de règles du jeu. Donc, c'est fait effectivement sous forme de charte, notamment à l'échelle territoriale. Nous, on contribue à l'élaboration des positions françaises dans les réglementations supranationales. Donc ça, c'est effectivement un rôle important. Et puis, bien sûr, il y a tout le volet qui concerne la mise à jour du cadre juridique national, donc la loi, les décrets d'application. Et donc, il y a eu beaucoup de choses, notamment de circulation des données. Mais alors, je vois qu'on me dit que ma Si, connexion si, est c'est instable. revenu. Vous Non, m'entendez? c'est revenu. C'était Pardon. parti, mais c'est revenu et ça a coupé juste au moment où vous évoquiez les décrets, les lois, Ouais, pardon. les arrêtés. Voilà. Je disais qu'il y avait beaucoup de choses qui ont été mises en place au moment de la loi pour une république numérique en la matière. Bien sûr, il y a la partie RGPD qui est venue aussi compléter cette réglementation. Mais récemment, et notamment sur la question de l'échange de données entre acteurs habilités à en connaître, il y a de nouveau, là, très récemment, tout un travail qui a été fait avec la loi 3DS et les décrets d'application, donc qui va encore plus loin dans cette notion de facilitation de l'échange de données entre administrations et aussi à destination des collectivités territoriales pour faire en sorte que, à partir du moment où on a une donnée, notamment une donnée de référence et une donnée nationale, enfin qui existe à l'échelle nationale, faciliter l'échange de données donc, entre administrations étatiques, mais aussi vis-à-vis des collectivités. Donc, Alors ça, c'est bien un... sûr, tout sera... Pardon, là. Du coup, ça donne un cadre, mais la mise en œuvre de ce cadre, en quoi l'Action d'État Lab contribue à transformer ce cadre un peu en quelque chose qui... Concrètement. J'insiste quand même parce que Ouais. le fait de permettre des choses justement pour simplifier l'accès à certaines données, nous dites-le nous une fois, et maintenant ce qu'on appelle l'administration proactive, dans le fait qu'il n'y a même plus besoin de demander enfin, c'est même plus de le dire une fois, c'est qu'on va au-delà, au-devant des besoins des usagers pour attribuer automatiquement certains droits, c'est quand même des avancées assez majeures. Après, il y a, au-delà de ce cadre, il y a toute la doctrine. Effectivement, on parlait d'interprétation, de comment on fait aussi de l'interprétation de ce cadre et de la doctrine d'usage. Nous, on contribue aussi à participer à tout ça. Donc, c'est non seulement faciliter au maximum, faire circuler au maximum la donnée, mais aussi, et c'est quelque chose qui a été souligné en début de table ronde, donner de la traçabilité sur l'usage qui est fait aux données et donc informer notamment les citoyens, les usagers des services publics sur les échanges de données qui ont lieu entre les administrations habilitées. Donc non seulement dire quelles données on possède sur eux et on exploite, mais comment elles sont, le cas échéant, échangées entre administrations. Et je voudrais rappeler aussi en termes de transparence et de traçabilité, tout le travail qui est fait sur la transparence algorithmique pour permettre également que là où de plus en plus d'administrations utilisent des algorithmes pour traiter des données, et a fortiori quand elles aboutissent à des décisions individuelles, savoir expliquer les règles générales de ces algorithmes et expliciter comment on en aboutit à une décision individuelle. Donc tout ce travail-là, il est quand même extrêmement important à l'échelle étatique. Et après, ce que l'on fournit, et je reviens sur votre question, aussi plus concrètement, c'est à l'échelle d'État Lab, de la DINUM et avec d'autres acteurs, toute une palette aussi d'outils pour justement faciliter la mise en œuvre de cette circulation de données. Donc, on a parlé évidemment de France Connect. Ça passe aussi par des briques, justement, des petits outils. Notamment, on a un outil qui s'appelle DataPass que vous devez connaître, qui justement facilite l'obtention de jetons pour utiliser des données qui sont échangées par des dispositifs techniques d'API. Donc, nous, on a ce rôle aussi transverse de faciliter le plus concrètement possible, de mettre à disposition des outils pour que des tiers puissent accéder le plus facilement à ces données. On fait aussi tout un travail
bien sûr en lien avec tout l'écosystème des réutilisateurs, de structuration des données. C'est tout le travail, par exemple, qui est fait autour des schémas de données qu'on a mené aussi avec un certain nombre de collectivités territoriales, hein, pour que quand on a notamment des données qui peuvent être compilées, assemblées et traitées, elles soient toutes utilisées et structurées sur un même schéma pour en faciliter l'utilisation. Donc ça, c'est aussi tout le travail qu'on fait sur l'outillage. Et je voulais également revenir, parce qu'on a parlé d'organisation justement aussi de ces échanges de données et de gouvernance. Vous savez que dans la loi pour une République numérique, on a cette notion de données de référence et de service public de la donnée. Et que je pense que aussi en matière de confiance, un des aspects, c'est de savoir identifier justement quelles sont les données qui font foi, qui sont vraiment des référentiels, pour faire en sorte que ce soit celle-ci qui, en priorité, soit utilisée. Et surtout quand on a une profusion de données où on ne sait pas forcément justement s'il y en a, il y a justement des standards qui existent. Donc ça concerne, dans la loi pour une République numérique, ça concerne principalement des données qui sont ouvertes, donc des données en open data qui sont mises à disposition de tout le monde. On connaît la base adresse nationale, par exemple. Mais aujourd'hui est venu le temps d'une version 2 de ce service public de la donnée de référence, sur laquelle je vous invite d'ores et déjà à réfléchir, parce qu'on va ouvrir un chantier pour prolonger ces travaux-là. Mais donc, c'est de dire, voilà, certaines données, elles font vraiment foi. Les données fermées, couvertes par des secrets, qui sont produites par certaines administrations qui sont clairement identifiées, de toute façon, elles doivent d'ores et déjà les communiquer aux autres administrations qui peuvent les utiliser dans le cadre de leur mission. Et je pense qu'on pourrait même imaginer de renforcer, y compris sur les données ouvertes et accessibles à tout le monde en open data, le fait que, notamment pour les administrations publiques, l'usage de ces bases de données de référence est obligatoire. C'est celles-ci qu'elles doivent utiliser dans tous leurs services. Donc, typiquement, voilà, pour donner un exemple, est-ce que la base adresse nationale, elle peut automatiquement être utilisée par tous les services numériques qui utilisent un référentiel d'adresse, et que ce soit obligatoire pour les administrations, notamment d'État, d'utiliser ce référentiel-là. Donc, on ouvre un chantier sur comment enrichir cette notion de données de référence et de service public de la donnée. Et donc, on sera amené à interagir aussi avec vous pour construire ce chantier-là. Peut-être une petite question justement sur le service public de la donnée. De mémoire, il est bien marqué que l'ensemble des administrations peuvent y contribuer, donc ça inclut d'ailleurs les collectivités territoriales. Absolument. On sait que les collectivités... Voilà. C'est déjà le cas hein, sur l'adressage qui est aussi réalisé, bien sûr, au niveau local. Est-ce qu'on imagine d'autres contributions de collectivités sur voilà, comment ça va s'inscrire dans le cadre avec les collectivités, ça, tous ces dispositifs qu'on évoque? Je pense que justement, on va organiser une concertation, une consultation pour justement faire remonter dans les différentes instances de dialogue avec les collectivités territoriales des cas concrets d'usage pour faciliter justement, enfin des cas où aujourd'hui les échanges de données sont sous-optimaux, notamment entre l'État et les collectivités territoriales. Et faire des propositions aussi sur des bases qui pourraient venir compléter ces bases de données de référence qui sont identifiées dans le SPD. Très bien, merci. Ça fait un tour d'horizon, je crois, très large et très complet de l'ensemble des actions qui sont menées. On en retrouve d'ailleurs en miroir entre définir un cadre, une doctrine, des principes et puis les mettre en œuvre avec des dispositifs techniques. Je ne sais pas s'il y avait une réaction, si l'un d'entre vous voulait... Bertrand ? Oui, merci. Et je pense que Laure Lucchesi a évoqué des points qui sont extrêmement importants. Je rebondirai en particulier sur la question de la création des référentiels et des données de référence. Quelque chose que dans les fonctions de président du Conseil national de l'information géolocalisée, évidemment, sur lesquelles je travaille beaucoup. Et je voudrais insister sur le fait que ça paraît aller de soi, mais ça ne va vraiment pas de soi. C'est-à-dire que le fait qu'on utilise les mêmes données, paraît une évidence, encore une fois. Pourquoi est-ce qu'on se fatiguerait à avoir des données différentes? On voit bien tous les désavantages qu'il peut y avoir, mais la réalité, c'est que, eh bien, tout simplement,
le nombre d'organisations qui, à un moment donné, se sont dit j'ai besoin d'avoir des données sur un sujet, quel qu'il soit, a pu les conduire à construire leur propre système de données. Et pire que ça, à les construire avec leur propre nomenclature. Alors, comme j'ai une archiviste à côté de moi, je vais faire très attention à tout ce que je vais dire. Et Madame Jamet, évidemment, me corrigera si je me trompe. Mais le problème, c'est que quand on n'utilise pas exactement les mêmes nomenclatures, derrière, ça veut dire des bases de données qui ne correspondent pas. Et donc, à travers ce que disait Laure Lucchesi sur, par exemple, est-ce qu'on va tous utiliser les mêmes bases de données, derrière, il y a quand même des choses qui sont parfois un petit peu explosives. Hein, je crois qu'il faut qu'on en soit tous conscients. Non pas pour dire qu'il ne faut pas le faire, bien entendu, j'abonde dans le fait qu'il faut le faire. Mais quand vous avez des organisations qui, sur des sujets aussi importants que celui de l'artificialisation nette des sols, gros sujet aujourd'hui de tension, hein, à la fois gros enjeux évidemment, mais aussi gros sujet de tension. Est-ce qu'on a tous les mêmes manières de décrire l'occupation du sol? La réponse est non. C'est-à-dire que vous avez des collectivités territoriales qui ont mis en place des systèmes d'occupation des sols avec des nomenclatures qui ne sont pas les mêmes, toutes les collectivités entre elles, et qui ne sont pas les mêmes du référentiel qui est fait au niveau de l'État. Donc est-ce qu'on se développe un langage commun? Un enjeu à la définition des standards. Il y a un enjeu à la définition des standards qui est absolument majeur, parce que si on n'a pas ça, ça veut dire qu'on n'a pas de langage commun, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de la même chose. Et derrière, puisqu'on parle de confiance, eh bien, comment on peut se faire confiance si on ne se comprend pas parce qu'on ne parle pas la même chose? Et dans un moment, et là encore, la question de la défiance du citoyen, vous le savez, aujourd'hui, est majeure. Donc c'est pour ça qu'on doit particulièrement, en France, prendre en charge ce sujet-là, parce qu'on le sait, les Français sont particulièrement défiants. On le voit par rapport à toutes les enquêtes internationales, ils sont beaucoup plus défiants que dans beaucoup d'autres endroits. Donc si on n'est pas capable d'avoir tous les éléments de référence qui fait qu'on parle de la même chose, eh bien le débat public, le débat démocratique, il est complètement vicié. Donc c'est un enjeu, c'est pour ça que je voulais vraiment rebondir sur les propos importants qu'a tenus Laure Lucchesi. Et là, je terminerai juste sur un point. Ça veut dire aussi qu'on a besoin de le faire dans une concertation extrêmement variée entre les différents acteurs. Et c'est ce à quoi elle appelle d'ailleurs, hein, et donc il faut le saluer. Ce n'est pas juste l'État qui va dire voilà ce qu'il faut faire et vous appliquer, parce que ça, je crois qu'aujourd'hui, ça n'est pas entendable. Les collectivités ne l'entendraient pas. Mais c'est comment on arrive à construire tous les cadres qui permettent aux différentes strates de travailler ensemble à la définition de ce langage commun. Et ça peut être sur des associations telles que la FNCCR, bien entendu, ou les différentes associations d'élus. Mais parfois, il faut aussi associer des acteurs privés. C'est aussi ce qu'on fait dans le cadre d'Equitia. On va revenir sur cette question-là. Jérôme Tréhardy, je voulais que vous vouliez réagir, et puis peut-être Delphine Jamet. Oui, tout à fait. Je voudrais rapidement réagir parce que c'est ce que je disais un peu tout à l'heure dans le projet qu'on a sur l'identité bretonne sous-jacente, et aussi cette idée d'un pivot commun de données, parce que très tôt on s'est rendu compte que la nécessité de parler les mêmes langages est extrêmement important. Et je voudrais juste pointer du doigt, la difficulté. Parce qu'effectivement, ça paraît tellement simple de dire qu'il faut qu'on parle le même langage, mais la vraie difficulté qui se situe souvent au niveau des DSI, parce que c'est un changement de paradigme extrêmement important de voir différemment, de faire différemment. Il faut pas. Là, on est dans des grandes considérations qui sont extrêmement intéressantes, mais ne négligeons pas aussi qui produit ces données et qui les gère. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Et l'autre chose aussi que je voudrais montrer, c'est que là, je pense que l'État a un rôle à jouer, et j'en veux pour preuve ce qui s'est fait autour de l'achat. On a, au niveau de la région Bretagne, mis en place un observatoire de l'achat public qui fait suite en fait à une alors si je ne me trompe pas, c'est une loi qui a donné un peu un cadre dans lequel on devait produire ces données et donner à voir aux citoyens, justement pour permettre de pouvoir voir comment on fait l'achat public, comment justement les politiques publiques, comment de rendre compte, d'objectiver un peu les choses. Et donc je pense que ça, c'est un exemple extrêmement concret. D'ailleurs, pour ce qui nous concerne au niveau de la région Bretagne, c'est un site qui a un accès libre et que je vous invite tous à aller voir. En tout cas, c'est un exemple extrêmement concret où peut-être à un moment, alors je vais être un peu là pour le coup, peut-être un peu clivant, mais en tout cas un peu de contrainte aussi législative donne aussi un cadre qui permet aux uns et aux autres de pouvoir opérer. Et c'est vrai que dans le cadre justement de ce travail sur l'observatoire de l'achat public, le fait que l'État ait donné un cadre, et donc là je rejoins ce que disait Madame juste avant, peut être aussi intéressant pour nous aider, nous, à nous structurer dans notre discours au niveau local. Mais
c'est clair que ce que je suis en train de dire, et je n'ai bien conscience un peu clivant, mais en tout cas, je pense que sur les sujets du numérique, mais j'en discutais justement avant qu'on prenne les micros, je pense nécessite cette transversalité extrêmement compliquée à mettre en œuvre entre les différentes strates des collectivités. Delphine Jamet, il nous reste quelques minutes. On va aller tranquillement mais sûrement vers la conclusion. Je voudrais juste rajouter, effectivement, moi je tiens, enfin, c'est pas dans ma nature, mais je suis très normative sur la question de la donnée, en fait. Et je pense que c'est fondamental. Donc, pourtant, dans ma vie, je ne le suis pas, mais j'adore la norme quand ça concerne la donnée et elle est nécessaire. Et effectivement, le mot, je crois, n'a pas été forcément dit d'interopérabilité, mais c'est fondamental. Aujourd'hui, on doit aller vers l'interopérabilité et on doit pouvoir structurer bien les données. Et effectivement, ça ne peut se faire qu'en collaboration. C'est quelque chose qui est long parce que c'est beaucoup de dialogue entre différents métiers. Et surtout, je pense que moi, ce que j'aimerais rajouter, c'est un petit peu plus de contraintes. C'est-à-dire que quand on prend le schéma de données pour les marchés publics, il y a beaucoup d'options, de champs optionnels. Et en fait, si on veut vraiment, parce que ces schémas de données permettent derrière de faire de l'évaluation des politiques publiques. Sur les marchés publics, c'est très clair. C'est-à-dire que si on prend ce jeu de données, si tous les champs sont remplis, on arrive à regarder à qui on a attribué des marchés, pour quel montant, d'où ils viennent, etc. Sauf qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de champs qui sont optionnels. Et donc, on n'arrive pas à aller jusqu'au bout de la démarche. Et je pense que la loi pour la République numérique a été une très très grande avancée. Et aujourd'hui, je pense qu'elle devrait être renforcée pour la rendre un peu plus contraignante sur certains domaines. Et quitte à choisir certains champs d'action pour pas aller dans tous les sens. Mais il faut en tout cas beaucoup travailler sur ces questions, effectivement, des schémas de données. Et je pense que l'État a tout son rôle à jouer dessus. Je sais que c'est une lourde charge pour Etalab, mais en tout cas, on compte sur eux. Bon. Donc plus de contraintes et plus de normes. Non, un petit peu plus. Bien ciblé sur quelques actions. Oui. J'étais dans le train pour venir à Numérique en commun avec Axel Lemaire, qui a porté donc cette loi pour une République numérique. Donc, on a reparlé justement de l'impact de cette loi, mais je pense que sur justement le niveau aussi de niveau de contrainte, y compris dans la construction des schémas de données et ce qu'on impose, on le voit bien, tout ça prend du temps. Il y a eu une première phase de découverte un peu sur ces sujets de données où on ne voulait pas non plus trop forcer justement la standardisation des données pour faire en sorte qu'on arrive quand même à toucher un peu du doigt tout le potentiel de cette donnée-là sans être trop contraignant. Je pense qu'aujourd'hui, avec la maturité croissante qu'on a en la matière, on peut revenir à justement des dispositifs qui sont un peu plus normatifs en la matière parce que par ailleurs, voilà, la maturité globale a évolué, mais on voit bien que tout ça est une gouvernance compliquée. La base adresse nationale, on en parlait, et M. Chaise et M. Montubert savent les épisodes par lesquels on est passé. À un moment donné, on avait un peu trop oublié les collectivités dans cette histoire-là. Là aussi, la loi 3DS a quand même bien remis les choses à leur place. Mais voilà, c'est vrai que on a à la fois des systèmes d'information qui sont dictés par un usage métier qui sont construits d'une certaine façon. C'est pas facile d'harmoniser tout ça, mais on a aussi une meilleure expérience maintenant sur toutes ces questions. Très bien. Je voudrais peut-être conclure donc nos échanges avec un thème. Il en a été question, en fait, un peu en filigrane, mais je voudrais vraiment qu'on essaye de conclure sur ce thème-là. C'est le thème de l'Europe. Jérôme Tréhardy, vous nous avez bien expliqué que ce projet d'identité numérique bretonne s'inscrit aussi dans le cadre de législation européenne, d'un cadre européen autour des wallets. Bertrand Montubert, vous avez évoqué la question à la fois peut-être des espaces de données, est-ce qu'on pourrait appeler ça des espaces de données ou d'intermédiaires? En 2020, la Commission européenne a publié sa stratégie européenne sur la donnée, et qui, 2 ans après, quand même commence à se décliner. Un acte sur la gouvernance des données adopté, un acte sur les données, un data act tout court, toujours en négociation. Comment vous voyez peut-être, et puis réponse très rapide, mais voilà, Bertrand Montubert, déjà, ce cadre européen-là, qu'est-ce que ça va changer ? Je pense que ce cadre, il est le bienvenu. Je le vois de manière extrêmement positive parce qu'on avait absolument besoin en Europe de se doter d'une stratégie, d'une doctrine
qui est forcément différente de celle des États-Unis, mais aussi de celle des BATX et du monde asiatique, qui n'est pas portée forcément par les mêmes valeurs politiques. Et là, ça commence à se décliner effectivement, en donnant des rôles aux différents acteurs. Je ne vais pas rentrer là-dedans, on pourrait y passer 3 heures, bien entendu. Maintenant, ce qui est important, c'est justement qu'on pose chacun les jalons pour s'inscrire dans cette stratégie. Et qu'en particulier en France, où, nous le savons, malheureusement, on n'est pas assez souvent connecté à ce qui se passe en Europe. On aime bien la critiquer, mais on n'est pas assez présent aussi pour influer sur la manière dont les stratégies se font, même si, alors Luc Cézil l'évoquait tout à l'heure, Etalab est aussi un acteur pour essayer d'influer sur les règlements européens, mais ça ne peut pas être juste les directions d'administration centrale. C'est nous tous qui devons intervenir, et on le fait dans le cadre d'Equitia, très concrètement. On répond à toutes les sollicitations de la Commission européenne, et on s'inscrit dedans, en particulier dans le projet de créer un espace territorial de données qui aura cette particularité d'être ancré dans le territoire, alors que les espaces de données européens sont plutôt ancrés sur des filières verticales, il y a des secteurs d'activité, et nous sur quelque chose qui soit transsecteur. Mais on n'a pas le temps d'en parler, je pense. Ce sera pour l'année prochaine, en tout cas, qu'on pourra se donner rendez-vous là-dessus. Monsieur Chess, je ne sais pas si vous voulez nous donner il nous reste 2 minutes, donc ce sera forcément très rapide. Très rapidement, je crois qu'effectivement, on est tous d'accord pour dire qu'il faut un cadre. Il faut aussi, on est d'accord aussi pour dire que ce cadre, il ne faut pas qu'il soit donc descendant, mais qu'il soit enrichi par les expériences des territoires. Et moi, je voudrais faire peut-être une comparaison avec d'autres secteurs d'activité qu'on a pu mettre en place il y a quelques années. Ce sont les SIG. Quand on a démarré les SIG, et donc le CNIL, je crois, a joué un rôle prépondérant en la matière, eh bien, chacun partait un petit peu dans ses directions et avec sa propre vision. Et on a très bien vu qu'il fallait rapidement qu'on puisse avoir un coordonnateur à tout cela qui a été merveilleusement joué et qui aujourd'hui montre effectivement son efficacité. Donc je crois qu'on y est arrivé pour les SIG, on devrait y arriver pour les data avec évidemment cette notion peut-être supplémentaire mais indispensable qui est la cybersécurité. C'est bien noté. Et bien, comme ça, vous avez commencé par la cybersécurité et on y revient à la fin. La boucle est bouclée. Il me reste juste à vous remercier chacun de nos intervenants ici à Rennes et à distance. Merci pour vos éclairages et merci aussi à nos participants qui sont maintenant nombreux dans cet auditorium de la Cité des Congrès de Rennes. À très bientôt.